Nous sommes en juillet 1969, au beau milieu d'une saison estivale humide et étouffante, sous le chaud soleil de la Floride. La NASA avance rapidement vers le compte à rebours pour la première des 3 tentatives d'atterrissage sur la surface lunaire qui doit être effectuée avant le 31 décembre de la décennie. La première tentative sera donc Apollo 11. Cette mission est commandée par un équipage vétéran du vol spatial. Neil Armstrong, avec un sang-froid inhumain, on se souvient de son vol d'avion-fusée X-15 qui a rebondi sur l'atmosphère terrestre, de Gemini 8 qui a commencé à devenir incontrôlable en 1966 ou son accident avec le prototype de LEM d'entraînement. Je vous garde ça pour une autre histoire du passé. Mais Armstrong était le commandant d'Apollo 11. Il y avait également Buzz Aldrin qui avait volé pour la dernière fois sur Gemini 12, le dernier vol de ce programme où ses compétences supérieures en navigation ont conduit son compatriote Gene Lovell à un amarrage réussi avec leur véhicule. Buzz avait réalisé plus de 5 heures en sortie extravéhiculaire. Les procédures qu'ils ont développées concernant les sorties dans l'espace sont énormément apportées au programme spatial américain. Buzz était le pilote du module lunaire, mais agissant en tant qu'ingénieur de guidage et de système, tandis que Neil contrôlait l'EM pour un atterrissage sur la Lune. Enfin, Michael Collins, l'oublié, lui avait volé pour la dernière fois sur Gemini 10, où il a fait une sortie dans l'espace sur une attache de 15 mètres. Michael ne marchera pas sur la Lune, mais restera en orbite lunaire à bord du module de commande d'Apollo 11. Écoutez attentivement Armstrong et Aldrin alors qu'ils tenteront d'atterrir. Il devra être prêt au cas où ses collègues se retrouveraient bloqués en orbite et auraient besoin d'un sauvetage ou pire, seraient incapables de revenir au module de commande, désignant Collins comme le seul survivant d'Apollo 11. Ça n'a pas été le fun, ça. Neil et son équipage ont été affectés à la 5e mission d'hommes dans le programme Apollo en 1967. À l'époque, ils ne savaient pas que leur mission serait si importante. Ils ont appris qu'Apollo 11 serait la première tentative, mais seulement 1 an avant le lancement. Les yeux du monde sont sur le trio alors qu'ils terminent les phases finales de leur formation et sont mis en quarantaine du monde extérieur. La pression du public et l'attention des médias sont à la fois excitantes et épuisantes. Les 3 astronautes s'entraînent pour la mission d'une vie car la nature même d'Apollo 11 et son danger extrême signifie que ce sera le dernier vol spatial pour les 3 astronautes, qu'ils réussissent ou non au départ de leur vie. Ils ont une seule chance de réussir un atterrissage et chacun des mouvements qu'ils feront une fois sur la surface de la Lune est largement répété. De la lecture d'une plaque au déploiement de caméras de télévision, prenant des photos, en plantant un drapeau et en construisant une petite batterie d'instruments scientifiques, tout est réfléchi et répété des centaines de fois. Armstrong et Aldrin doivent marcher à l'extérieur de leur LEM pendant seulement 160 minutes. Les 2 engins spatiaux affectés au 5e vol habité d'Apollo se nomment Columbia pour le module de commande-service et Eagle, l'aigle américain, pour le module LEM, le numéro 5 d'ailleurs. Le monde regarde et retient son souffle alors que le compte à rebours avant le lancement commence le 16 juillet 1969. Si tout va bien, les astronautes d'Apollo 11, Armstrong, Aldrin et Collins, qui représentent le résultat d'un effort qui implique plus d'un demi-million d'ingénieurs et techniciens représentant le rêve de toute une nation, décolleront. Le 16 juillet 1969 à 4 heures du matin, les 3 astronautes se réveillent et se préparent à se lancer dans l'aventure la plus audacieuse et la plus emblématique dans laquelle l'homme ait jamais embarqué. Un vol de 3 jours vers la mer de la tranquillité de la Lune, une grande mer de lave séchée et plate qui a durci il y a des milliards d'années. Puis vous savez comment j'aime la Lune? La mer de la tranquillité, c'est important de savoir elle est où? Et juste là, vous voyez, ça, c'est la mer de la tranquillité. C'est là qu'Apollo 11
ont aluni. Donc, quand vous levez vos yeux au ciel le soir, puis vous avez une belle lune, étant donné qu'on voit toujours le même côté de la lune, vous allez pouvoir dire « Hey, c'est la mer de la tranquillité, c'est là que les astronautes d'Apollo 11 ont atterri ou aluni. » Vous allez être hot! Tandis que le soleil se lève doucement sur le Kennedy Space Center en Floride, Neil, Buzz et Michael prennent un petit déjeuner, leur dernier avant de partir vers la Lune, avec Deke Slayton, le patron des astronautes et l'équipage de réserve. C'est un repas tout à fait normal composé d'œufs brouillés, de jus d'orange et de café. C'est important de bien manger avant la mission car après c'était pénible. Leur corps sera sollicité comme jamais. Décollage, des jets extrêmes, apesanteur, mal de cœur, fatigue, froid, stress, manque d'espace et j'en passe. Après le déjeuner, les trois hommes sont prêts à mettre leur combinaison spatiale. Une fois en place, il sera impossible de la retirer. Les astronautes portent donc des couches. C'est à ce moment qu'ils commencent à respirer de l'oxygène pur. Avec leur casque, ils n'entendent plus rien à part le ventilateur lié à leur combinaison. Par la suite, ils montent dans le van de transfert et arrivent quelques minutes plus tard au pied de la Saturn V. So now it's Neil Armstrong, Buzz Aldrin, and then finally Mike Collins, plus their suit technicians and Director of Flight Crew Operations, Deke Slayton, now boarding the transfer van for the trip to the launch pad. Pour parvenir à la salle blanche, ils montent dans l'ascenseur qui les emmène au sommet. Arrivant en haut, ils traversent la passerelle qui les emmène à la capsule Columbia. Il y a des échanges de cadeaux comme à l'habitude avec Gunther Wynn, le patron de la salle blanche que les astronautes adoraient. Neil embarque le premier, suivi de Michael et Buzz, puis la porte du vaisseau est fermée. J'ai visité le musée Smithsonian à Washington, puis je peux vous dire, j'ai touché à la capsule d'Apollo 11. C'était inimaginable la sensation que j'ai eue. Si vous avez la chance d'aller à Washington, les musées sont gratuits. Smithsonian, c'est les plus beaux musées que j'ai jamais visités. Vous allez passer là, des journées merveilleuses. Fait que Smithsonian, Apollo 11, la capsule est là-bas. Elle est toute brûlée, calcinée. C'est de toute beauté. Wow! Pendant ce temps, à l'extérieur, près d'1 million de personnes sont rassemblées à quelques kilomètres du pas de tir attendant les 2 longues heures de préparation. Et puis enfin, le décollage. Ouais, faudrait peut-être que je les assemble. OK, on peut y aller! As-tu déjà vu une fusée décoller comme ça? Non, ça pointe vers le haut, une fusée. Ouais, c'est vrai ça. Bon, c'est ça. Mais ils la verront pas. C'est pas grave, on va la fumer pareil. C'est vrai. Bon, faut tout dire à lui. Depuis le complexe de lancement 39 et de Cap Canaveral, le décollage a eu lieu à 9h32. Encore une fois, c'est l'heure de l'Est. Lourd de plus de 3000 tonnes, le lanceur Saturn V s'élève lentement. L'arrêt des moteurs du premier étage S1C intervient 2 minutes 42 secondes après le décollage. Les moteurs du deuxième étage S2 sont alors allumés. Enfin, après 9 minutes et 8 secondes de vol, le troisième étage S4B rentre à son tour en service. 12 minutes après son lancement, Apollo 11 et le troisième étage sont placés sur une orbite terrestre circulaire. En 12 minutes, ils se retrouvent en orbite autour de leur planète. Ils observent la Terre tandis qu'ils vérifient que tout va bien. Après 2 tours, c'est l'injection translunaire, une poussée qui va les envoyer tout droit vers la Lune. Tandis qu'ils s'éloignent, ils commencent à voir une sphère bleue au centre d'un océan cosmique. Hey, ça devait être vraiment, mais vraiment très beau. Par la suite, Michael Collins prend les commandes et effectue la manœuvre de séparation de la capsule Columbia avec l'étage S4B pour aller chercher le module lunaire Eagle. Les panneaux du S4B s'ouvrent et Collins s'éloigne de quelques dizaines de mètres puis revient chercher Eagles. Après la confirmation de l'amarrage, il se sépare alors du S4B qui ira se perdre en orbite autour du Soleil. Bon, la tour de lancement, là, ça fait déjà un bon moment qu'elle est partie. On l'élimine. On a eu notre poussée, on se détache. On fait un 360. Un 360, sérieux. Si on revient à ton pas de départ, c'est un 180. Coucou, le module lunaire! Tiens, on va le brancher comme ça, puis les pattes sont pas dans les airs, là, sont fermées. Puis lui, le S4B, ben, il va aller se perdre en orbite autour du Soleil. Il reste juste ça. Puis ça, ben, ça va tourner pour pas que la chaleur reste toujours du même côté, puis que ça soit trop froid et trop chaud d'un bord. Fait comme un barbecue. Il mangeait pas ça, par exemple, dans le module de commande. On va rebâtir ça, ça paraîtra pas dans la vidéo.
Tandis que la capsule tournait sur elle-même pour bien disperser la chaleur du soleil, la Terre, notre foyer avec ses problèmes que l'homme a engendrés depuis les débuts de son occupation, s'éloignait en apparaissant toujours plus fragile. C'était mon petit moment de prise de conscience. La première nuit en apesanteur est difficile et les 3 astronautes ne dorment pas beaucoup. Quelques heures seulement. Le 19 juillet, l'équipage est désormais dans l'influence de la Lune. À 20 000 km de la Lune, Michael Collins oriente le vaisseau pour mieux l'apercevoir. Quel spectacle! La prochaine étape est de passer derrière la Lune pour se mettre en orbite à l'aide de l'énorme moteur du module de service. Une fois du côté de la face cachée, aucune communication n'est possible avec la Terre car la Lune bloque les signaux radio. C'est à cet endroit que si tout va bien, ils mettent le moteur à feu pour ralentir et entrer en orbite lunaire. Mais si un problème dans le moteur est détecté, la trajectoire les ramène vers la Terre. Ici, tout va bien, la communication est rétablie. Nous sommes le 20 juillet 1969. C'est le moment pour Neil et Buzz de grimper dans Eagles alors que Michael reste dans Columbia. La séparation est effectuée, le LEM déploie ses pieds d'atterrissage pendant que Michael l'inspecte par le hublot. Ils ne le savent pas encore, mais il y a eu un problème lors de la séparation des 2 vaisseaux car au lieu du vide prévu, un peu d'air se trouvait encore dans le tunnel séparant Columbia et Eagles et au moment de la séparation, l'injection de l'air donne une petite poussée pour les 2 vaisseaux, ce qui les fait légèrement dévier de leur route. Pendant la descente, la communication entre la Terre et Eagles est soudainement interrompue. Neil et Buzz ne peuvent communiquer qu'avec Michael à bord de Columbia. Il va donc faire le relais entre eux et Houston. La descente commence et il est vraiment très difficile de reconnaître le terrain. Chaque cratère se ressemble et leur grosseur est très difficile à évaluer. Le site d'atterrissage prévu dans la mer de la Tranquillité a été choisi comme un endroit plat et sûr et a été étudié par Apollo 10. Neil se rend compte qu'il va dépasser la zone d'atterrissage prévue à cause de la trop grande vitesse due à la mauvaise séparation survenue plus tôt. Pour ne rien arranger sur Terre, Houston a également beaucoup de mal à savoir la quantité de carburant restante. Neil a la tête contre le hublot à regarder le terrain tandis qu'il prend les commandes du LEM. Buzz vérifie tous les voyants et les jauges du cockpit. Il n'a pas le temps de regarder dehors. C'est là que l'ordinateur de bord indique l'alarme 1202. À Houston, on prend ça très au sérieux parce que si l'ordinateur lâche, c'est fini. C'est justement une alarme de l'ordinateur. À Houston, on dit que finalement c'est bon tant qu'on n'a pas une deuxième alarme 1202. Oui, quelques secondes plus tard, il y a eu une seconde alarme 1202. Neil ignore les alarmes, il garde son sang-froid. Il contrôle son LEM. À chaque alarme, les contrôleurs disent aux astronautes de continuer. L'ordinateur de bord est surchargé d'informations. Neil voit qu'ils sont dans un endroit inconnu et ils sont trop bas pour se déplacer encore longtemps. Il laisse alors l'ordinateur s'occuper de la poussée tandis qu'il ne s'occupe que de la trajectoire car il cherche un terrain. Il est surpris par les cailloux à la surface. Il reprend le contrôle de la poussée pour ne pas descendre et continuer à voler au-dessus des rochers. À Houston, l'inquiétude monte car les astronautes n'ont pas le temps d'expliquer la situation, mais voient l'altitude du LEM qui se maintient et continue d'avancer sans se poser. Pendant environ 1 minute et demie, Armstrong fait planer Eagles, le déplaçant latéralement avec le système de contrôle de réaction jusqu'à ce qu'il trouve une zone dégagée sur laquelle descendre. À environ 150 mètres au-dessus de la surface, Armstrong a commencé à manœuvrer l'engin manuellement pour éviter d'atterrir dans un cratère parsemé de roches. Par contre, le moteur principal, lui, a continué sous contrôle automatique. Au fur et à mesure, les contrôleurs se taisent. Ils ne veulent pas les déranger. Les astronautes sont dans une situation qui n'appartient qu'à eux. Selon Houston, il ne reste que 8% de carburant et ils sont à 40 mètres d'altitude. Hey, je suis stressé juste de vous en parler. Arrête de stresser, là, tu le sais qu'il y a l'uni. Ouais, c'est vrai. Il restera environ 30 secondes de carburant lorsque Neil voit un endroit dégagé. Il se place au-dessus de l'endroit et la lumière de contact s'est allumée à l'intérieur du cockpit. Et vous voyez les sondes là, au bout des pattes, les petites lignes, là, ça c'est pas des erreurs. C'est ça qui va faire allumer les sensors dans le cockpit pour dire que t'as touché, mais ils n'ont pas encore touché. Vous voyez là, juste là. Oh! 1 seconde plus tard, le moteur de la fusée de descente a été coupé. Alors que les astronautes regardaient vers le bas, une feuille de sol lunaire soufflait dans toutes les directions. Armstrong a ensuite communiqué par radio à 16h17, heure avancée de l'Est des États-Unis. Houston, Tranquility Base here. The Eagles has landed. Eagles avait atterri dans la mer de la Tranquillité. Quel soulagement. Au cours de la descente motorisée de 12,6 minutes, il y a eu un total de 5 alarmes informatiques inattendues appelées 1202 ou 1201. Ces alarmes indiquaient toutes que le système informatique d'Eagles était surchargé.
Mais dans chaque cas, le contrôle de mission a conclu qu'il était sûr de poursuivre l'atterrissage. La dernière de ces alarmes s'est produite moins de 3 minutes avant l'atterrissage alors que l'équipage était à moins de 500 mètres au-dessus de la surface. En raison de l'erreur de navigation, l'ordinateur guidait le vaisseau spatial vers un point d'atterrissage dangereux et Armstrong a pris le contrôle manuel et s'est envolé vers un lieu d'atterrissage sûr au-delà du cratère. L'ordinateur a reçu trop de données de l'interface radar qui aurait débordé, forçant un redémarrage, produisant alors l'alarme 1202. En réalité, les ingénieurs savaient très bien d'où venait le problème. Ils n'avaient qu'à demander aux astronautes de remettre le commutateur radar sur la position LGC et tout serait rentré dans l'ordre. Mais ça, mes amis, c'est toujours plus facile de juger après, hein? Pourquoi t'as pas remis la switch à on, à off? Ça aurait fonctionné. Ben oui, facile à dire. Quand t'es dans l'action, les décisions, on les prend selon ce qu'on a comme information. C'est pour ça que l'entraînement est là, puis le bon jugement. En passant, les positions possibles du radar étaient SLU, Auto ou LGC. Aujourd'hui, c'est certain que les équipages auraient avec eux une liste claire des alarmes pour savoir rapidement ce que signifierait ce code et comment l'arrêter. Au moment de l'atterrissage, le contrôle de mission pensait que le vaisseau spatial n'avait plus que 17 secondes de carburant dans la phase de descente. Cependant, l'analyse post-mission a montré que le ballottement dans le réservoir de carburant pendant la recherche d'Armstrong pour un site d'atterrissage sûr a provoqué une lecture inexacte de la jauge de carburant. Eagles avait environ 45 secondes de carburant lorsqu'il s'est posé. Posez, là, s'il vous plaît, monsieur, pas cracher. OK, beaucoup mieux. Plus de 6 heures plus tard, à 22h56, le 20 juillet 1969, le LEM est dépressurisé et il est temps de sortir. Neil va en premier et descend l'échelle. Le sol lunaire l'entoure. Un cinquième de la planète regarde cet événement en direct. Tandis que son premier pied touche la surface de la Lune, il prononce ces mots. C'est un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité. Dans l'excitation du moment, Armstrong a sauté le A dans la déclaration qu'il avait préparée, ce qui l'a contredit toute sa vie. Il a immédiatement décrit la surface comme fine et poudreuse et a déclaré qu'il n'y avait aucune difficulté à se déplacer. La lumière est aveuglante, la poussière lunaire est très fine au sol. Bien qu'il fasse jour, le ciel est d'un noir absolu, pas d'étoiles visibles tellement le soleil illumine le ciel. Buzz Aldrin le rejoint 19 minutes plus tard. Il décrit une magnifique désolation. Ouais, il avait raison. Buzz et Neil mettent en place le drapeau américain, mais le sol est trop dur pour le planter. Neil ajoute un peu de poussière à la base, mais ça reste si fragile qu'ils n'oseront pas y toucher à nouveau de peur de faire tomber ce symbole en direct devant des millions de téléspectateurs. Aldrin a photographié l'empreinte de Buzz dans le cadre d'une étude de la nature du sol et son comportement de compactage. Cette image est également devenue une icône de la première visite de l'homme dans un autre monde. Pendant ce temps, Michael a fait 27 tours de la Lune seul à bord de Columbia. Il est resté 27 heures seul dans sa capsule et quand il passait derrière la Lune, il perdait tout contact avec quiconque pendant 47 minutes à chaque fois. Il était à ce moment l'humain le plus solitaire qui existe. En réapparaissant de la face cachée de la Lune à chaque orbite, il prend des nouvelles de Buzz et Neil. Après 2h30 à l'extérieur, Neil et Buzz ont mis en place un appareil pour mesurer la composition du vent solaire atteignant la Lune, un appareil pour recevoir les faisceaux laser des observations astronomiques sur Terre afin de déterminer la distance exacte des deux corps et un sismomètre passif pour mesurer les tremblements de Lune et les impacts de météores longtemps après le retour des astronautes chez eux. Ils ont également prélevé une vingtaine de kilos d'échantillons de roches et de sol, pris de nombreuses photographies et maintenu une communication constante avec le contrôle de mission à Houston, au Texas. Avant de partir, il dépose au sol le patch de la mission Apollo 1, les médailles soviétiques de Yuri Gagarin et Vladimir Komarov, puis il remonte dans le module lunaire. Une fois les combinaisons enlevées, les astronautes sentent l'odeur de la Lune. Selon eux, ce serait comme de la cendre humide dans un feu de camp. Ils sont maintenant prêts à dormir. La nuit sur la Lune est compliquée car la lumière du soleil, incroyablement brillante, illumine le LEM. Il fait froid et c'est très bruyant. Imaginez seul dans un vaisseau qui fait des bruits par un froid glacial et si près de la mort. Oubliez pas que l'extérieur est mortel. Pendant le repos des astronautes, une sonde soviétique, Luna 15, se dirige non loin de là et se crache. C'était pas très impressionnant, mettons. Après 21h38 minutes sur la surface de la Lune, les astronautes ont utilisé l'étage d'ascension d'Eagle pour le lancer en orbite lunaire. Lors du décollage, Buzz Aldrin a dû utiliser un stylo pour appuyer sur le bouton qui enclenche le moteur car il avait été brisé. Le décollage se produit
produit et le drapeau planté trop près du LEM tombe au sol. Ils ont bien fait de pas y toucher, hein? Eagle se met finalement en orbite lunaire assez basse. Ils corrigent ensuite leur trajectoire pour monter à la rencontre de Michael Collins qui les attend dans Columbia. Par la suite, les deux vaisseaux s'amarrent avec difficulté, ouais. Ils se retrouvent tous à bord de Columbia et relâchent Eagles dans l'orbite lunaire. Au total, Apollo 11 a passé 2,5 jours en orbite lunaire, faisant 31 fois le tour de la Lune. Ils effectueront ensuite une poussée qui les ramène vers la Terre. Durant le voyage de retour, tout se passe pour le mieux jusqu'à la rentrée atmosphérique le 24 juillet 1969. L'équipage est revenu sain et sauf sur Terre le 24 juillet, avec un splash d'onde dans l'océan Pacifique au sud-ouest d'Hawaï après un vol de 8 jours et 3 heures. Par la suite, les plongeurs et les hélicoptères les ramènent avec leur capsule Columbia, que j'ai vue à Washington, auprès du porte-avions US Hornet. Ils passeront 3 semaines en quarantaine pour s'assurer qu'ils ne contaminent personne. Hey, c'était comme ça pendant les premières missions. Cette pratique se poursuit pour 2 autres missions Apollo, Apollo 12 et Apollo 14, avant que la Lune ne soit considérée comme stérile et que le processus de quarantaine ne soit abandonné. Buzz Aldrin a 92 ans et le dernier membre encore vivant de l'équipage d'Apollo 11 depuis le décès de Neil Armstrong le 25 août 2012 et celui de Michael Collins le 28 avril 2021. Ça fait pas longtemps. Le Musée national de l'air et de l'espace de l'Institut Smithsonian et la NASA ont créé le festival Apollo 50 à Washington, D.C. en 2019. Dans le cadre du festival, une projection de la fusée Saturn V de 111 mètres de haut a été présentée sur la face est du Washington Monument de 169 mètres de haut. Le programme comprenait également un spectacle de 17 minutes combinant une vidéo en mouvement projetée sur le Washington Monument pour recréer le montage et le lancement de la Saturn V. La projection était accompagnée par une reconstitution de 12 mètres de large de l'horloge du compte à rebours du Centre spatial Kennedy et par 2 grands écrans vidéo montrant des images d'archives pour recréer le temps qui a précédé l'atterrissage ou l'alunissage. Il y a eu 3 représentations et la dernière, le 20 juillet, a été légèrement retardée pour que la partie où Armstrong pose le pied sur la Lune pour la première fois se produise exactement 50 ans après l'événement réel. Et ça complète ma vidéo sur Apollo 11. Hey, j'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai eu un énorme plaisir à monter cette vidéo dans l'espoir qu'un jour, je puisse monter une vidéo pour le premier atterrissage sur Mars. Ça serait génial, mais d'ici là, n'oubliez pas d'aimer la vie. Levez vos yeux au ciel. Regardez le ciel-là, il est tellement magnifique. N'oubliez pas de me suivre à chaque semaine avec l'actualité spatiale. Puis le futur, lui, il n'y a pas de doute. Il commence maintenant.